Ah, on est sur l'hebdo, ça fait 40 minutes qu'on essaye de faire en sorte que John puisse connecter son iPhone en tant que webcam et ça fonctionne pas et vous le voyez à sa tête, c'est la première fois que John ne sourit pas dans les 5 premières secondes d'un épisode. Franchement, on a tout essayé, hein, les gars. On a acheté le trépied, j'avais même acheté un autre truc en plus. Et à chaque fois, il y avait des problèmes techniques. Et je disais à Chris, si au moins je connaissais quelqu'un qui travaillait en informatique ou IT, tu vois. Mais... Il essaie de rejeter la balle sur moi, mais voilà. C'est une carrière qui est très loin derrière moi, ça. Non, et puis en plus, on se dit, ok, vas-y, on le fait absolument, on le fait le matin, malade. Oh là là, les gars, franchement, on fait tout pour vous. Mais là, aujourd'hui, c'est très très chaud pour moi. Vas-y, Chris, on est parti. T'as de ses poches en dessous des yeux. Ouais, bon, on lance l'intro et on part dans le sujet. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ah, c'est galère, hein. C'est galère pour les Français. On a 2 Français qui, largement, sportivement, méritent le title shot et je pense que tous les Français sont stressés, que ce soit pour Nassourdine ou pour Manon maintenant. On est stressé qu'ils se fassent griller la priorité et... Ouais, c'est un peu relou comme situation, donc on va en parler. Tout d'abord, je pense qu'on va juste se concentrer sur Manon, Weili Zhang, Valentina Shevchenko et tout le bordel autour de ça. Pour mettre du contexte, Weili Zhang a gagné ce week-end face à Tatiana Suarez, très belle prestation, 3e défense de titre sur son 2e run. Elle a nettoyé sa division et elle a laissé entendre qu'elle était motivée à l'idée de monter pour tenter le statut de champ. Elle est numéro 2 pound for pound, ça vient de tomber, ça n'a pas bougé les rankings. La numéro 1 c'est Shevchenko. On sait que l'UFC aime bien faire ce numéro 1 contre numéro 2 pound for pound, c'est un gros argument marketing pour eux. Et pire que ça, Dana White a dit que il était plus qu'ouvert à l'idée et qu'il ne dirait pas non à une demande quelconque de Weili Zhang. Donc on peut stresser. John, comment tu ressens cette situation, toi? Bah, je crois que c'est toujours c'est la même conversation qu'on a eue la semaine passée. Pour moi, cette fois-ci, il y a un facteur en plus. Donc, le premier facteur, celui dont on avait parlé la fois passée, c'est la communication. Mm-hmm. Ici, c'est pas tellement de la communication parce qu'en fait, Weili Zhang, elle est même chinoise et elle communique, elle est super appréciée, hein, du public de manière générale. Mais bon, c'est pas, mais c'est plus, je pense que là, ça se tient un peu plus pour moi parce qu'il y a quand même une name value, il y a aussi des résultats sportifs qui sont quand même incroyables. Elle a eu une guerre, mais c'est un de mes combats préférés, même pas féminin, même tout confondu. Je crois que il y a peu de gens qui vont trouver un contre-argument à dire que ce n'est pas le plus beau combat de l'histoire du MMA féminin. Ah oui, 100%. Avec Joanna, hein, pour tous ceux qui savent pas. Ouais, le premier combat contre Joanna. Et en plus de ça, elle gagne la revanche de manière ultra spectaculaire. Ouais, c'est ça, ici, dans ce cas-ci, voilà, si elle veut monter, voilà, ça c'était le premier aspect, c'est celui-là, on parle de communication. Ici, dans le deuxième aspect, il y a quand même le fait que je trouve que Weili Zhang est quelqu'un qui a vraiment démontré sportivement aussi que c'est pas juste de la hype et que c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Et en fait, on a un autre truc aussi, c'est que j'allais dire en France, mais bon, on n'est pas vraiment en France, nous. Mais on va dire dans les MMA francophones. Voilà. On est, je le dis souvent, mais vraiment, j'encourage pas mal de gens, s'ils parlent une autre langue, si c'est possible, d'aller voir ce que disent les autres, en fait. Les Américains, les Mexicains, enfin bon, Mexicains, c'est plus pour moi, pardon. Mais si vous parlez une autre langue, donc que ce soit l'espagnol, bah, vous avez toute l'Amérique latine. Si vous parlez portugais, bah, vous pouvez aller voir au Brésil. Et sentir un peu ce que disent les gens. Ouais. Et c'est super intéressant comme on a une vision qui est tout à fait différente de ce que voient les autres personnes. Par exemple, c'est horrible à dire, mais quand on parlait d'Imavov la dernière fois, moi, quand je parle d'Imavov et à quel point, waouh, c'est cool ce qu'il fait, etc., les gens le situent. Mais ils disent, ok, ouais, je vois,
ce qu'il a fait, mais il le voit pas de la même manière que ce qu'on voit, parce que nous on le suit depuis très longtemps, et puis qu'on le connaît, et puis il est très médiatisé, et puis quand tu le vois tout le temps sur, je dis des bêtises, mais sur RMC, ou dans les interviews, sur toutes les chaînes, etc. Il y a quelque chose qui fait que tu ne vois pas à quel point certains, donc par exemple surtout le public américain, a une vision totalement différente de nos combattants en fait. Par exemple, là, je vais donner des bons exemples. Benoît Saint-Denis était une C'est ce que énorme j'allais dire. star. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et même quand j'étais à Miami, et j'avais fait des interviews dans la rue. Ouais. Un mois avant, j'avais été à l'UFC Mexico. J'avais demandé est-ce que vous connaissez. Il y avait plein de gens qui disaient, ils savaient, bon, pas prononcer son nom, c'est pas étonnant, Ouais. mais qui connaissaient pas trop. Et puis même quand t'allais à Miami, tout le monde le voyait comme quelqu'un qui était intéressant pour une guerre, mais pas plus que ça. Mhm. Et puis ici, quand tu demandes un petit peu les autres combattants qu'il y a en France, les Américains ils connaissent Cyril Gain et qu'ils appellent toujours comme ça, Ouais. mais au final, c'est ça le vrai souci, c'est que c'est difficile de faire en sorte que les Américains t'apprécient quand t'es étranger. Mais si tu et encore un petit élément en plus, la réputation des Français chez les Américains, c'est pas la même réputation que d'autres pays, on va dire. Et donc tu vois par exemple, on le voit, c'est pas pour rien que quand Brian Battle prend le micro et qu'il dit que vous pensez vraiment qu'un Français allait me faire ça, etc. Il parle aux Américains, il parle pas aux Français. Ouais. Il est en France, mais il parle aux Américains. Il essaye de se faire monter. Donc Frenchman, donc en fait, les Français ont une bonne réputation pour certains trucs à l'international, comme tout ce qui est élégant, la parfumerie, la gastronomie, etc. Ouais. Mais c'est pas le MMA, quoi. Mhm. Donc quand on dit oui français, bah c'est un petit peu French kiss, c'est un bisou sur la bouche, c'est mignon, enfin voilà. Ouais, Donc, c'est même quand tu parles du pays, c'est un peu le pays romantique. Quand tu regardes dans les films romantiques, c'est souvent Paris qui va ressortir comme la ville rêvée à visiter pour une Américaine quand elle se met avec quelqu'un qui a de l'argent, tu vois. Donc les Américains, c'est sûr qu'ils associent ça à cette image du français de manière générale. Donc maintenant, et en plus le MMA est récent, le MMA français c'est nouveau. Donc c'est pour ça qu'ils disent bon, ça fait 3 ans que vous avez vos trucs, c'est pas maintenant que vous allez faire quelque chose. Et c'est ça le problème, c'est que on sait que les Français sont bons dans les sports de combat. Ils ont cette culture du sport de combat, mais pour les Américains, pas tellement. Pour les Américains, il y a les Brésiliens, les Russes et eux, quoi. Ouais, en fait, et on peut même généraliser un peu plus. Je pense que le consommateur, donc le public visé par l'UFC, c'est le consommateur de main event comme main event de pay-per-view. C'est vraiment ça. Et cette grosse partie de fans qui eux vont acheter le pay-per-view sont ceux qui connaissent tous les combattants qui ont déjà fait un main event ou un co-main event en pay-per-view. Et donc j'élargis, c'est pas uniquement les Français, mais il y a plein de combattants qui sont méconnus du public américain parce qu'ils n'ont pas encore été dans ces combats haut profil. Alors pour prendre Imavov, je pense que là il commence à bien se faire connaître parce qu'il a combattu contre Israël Adesanya et je pense que ça a fait du chiffre. Oui, je pense que le nom a été retenu parce que là vraiment ce KO a fait le tour. Mais de manière générale, factuellement, Zhang a un plus gros nom que Manon. Non, mais c'est ça qui peut nous faire stresser. On est d'accord, mais juste, il y a un truc qui est extrêmement révélateur, et c'est très bien qu'il est fait comme ça. Mais il y a un truc qui est extrêmement révélateur. T'es un combattant qui vient de mettre KO à Israël Adesanya et tu veux dire my name is. C'est quand même un truc de fou. Ouais, j'avoue, non, en fait, c'est très bien qu'ils le disent. Imavov, c'est bien. Maintenant, c'est un peu comme quand Charles dit sa phrase. Bon, c'est pas le même registre. C'est bien qu'il s'exprime et qu'il dise voilà, mon nom c'est Imavov et qu'il impose. Mais le problème, c'est que t'imagines, t'es top 5 UFC. Et tu dois dire... fait 4 main events sur 5. Ouais, c'est ça. 5 derniers combats. Ou 3 sur 4. T'es en train de nettoyer la catégorie. Ouais. Et encore, tu dois encore dire mon nom. Enfin, ça se prononce comme ça. Et Imavov, c'est pas le nom le plus compliqué. Avec tous les noms des Dagestanais qu'il y a, qui sont beaucoup plus compliqués. Imavov, ça va encore. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais, facile à retenir, donc, surtout que moi, j'ai des problèmes avec les prénoms. Et voilà, c'est pas sur Imavov que j'ai bugué le plus, quoi, tu vois. Là, c'est un nom, c'est pas un prénom, mais. Enfin, non. merci. Mais bon, on est d'accord. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Ouais.
Ouais, mais et c'est un peu là le problème. Donc effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit la semaine passée, l'importance de pouvoir se vendre. Mais ici, le problème du côté de Manon par rapport à Zhang, c'est que ça va au-delà de ça. Il y a d'un côté, voilà, Manon sportivement, elle le mérite à 100%. Elle a même, je dirais même qu'elle a 2 victoires bonus. Quand elle bat Chukagan, elle mérite déjà un title shot. Elle bat Rose Namajunas, elle se le confirme. Le contexte de la trilogie fait qu'elle doit en prendre un nouveau combat. Erin Blanchfield, ce qui est rassurant, c'est que c'est mis en main event, donc il y a une volonté de l'UFC de mettre ce combat en avant. Elle le gagne, donc elle se garantit vraiment ce title shot. Maintenant, on est de nouveau dans un nouveau contexte où tu as les 2 plus grosses name value actuelles du MMA féminin. Il y a rien à dire, c'est peut-être Namajunas qui rentre dans la discussion, mais Zhang et Shevchenko, c'est les 2 plus gros noms du MMA féminin qui sont pas à la retraite. Sinon, t'as Nunes, etc., mais voilà, qui sont actuelles. Elles sont numéro 1 et numéro 2 pound for pound. Et du côté de Zhang, elle mérite sportivement. On peut pas nier le fait que si elle doit monter, se challenger pour avoir 2 ceintures, c'est maintenant. Elle vient de passer Johanna comme GOAT de la division, je pense, avec cette victoire. C'était peut-être même déjà le cas avec sa victoire précédente. Elle est à 3 défenses sur ce deuxième run. Elle avait déjà 1 défense sur son premier run. Ça signifie qu'elle a 6 victoires dans des title shots. Elle a battu la 1, la 2, la 4 et la 5 de sa division. C'est clean. Elle a vraiment, en termes de timing, c'est maintenant. Elle a battu 3 anciennes championnes au total. Il y a la seule, c'est Jendi Roba, qui est numéro 3, pardon, qui pourrait avoir un argument si elle gagne contre Diane, qui a un combat qui a lieu dans 2 mois. Donc c'est ça qui est compliqué en fait. C'est ça qui est compliqué pour Manon, c'est que mais je trouve que la situation tu peux pas contre-argumenter contre Zhang. Elle a la name value, elle est numéro 2 pound for pound, elle veut challenger la numéro 1. Les super fights, ça vend. Elle a nettoyé sa division, elle peut mettre sa division en attente et le seul contre-argument pas le seul contre-argument, mais l'argument qu'on entend beaucoup et qui est complètement légitime, c'est Zhang peut attendre. On peut faire Manon contre Shevchenko maintenant dans 2 mois. Et après, Zhang prend la vainqueur. Le problème, c'est que autant Manon, elle va gagner beaucoup avec une victoire contre Shevchenko. Shevchenko contre Zhang ou Fiorot contre Zhang, c'est pas la même chose, malheureusement. Mais c'est pas notre choix. Mais mets-toi à la place d'Hunter, de Dana, de qui tu veux. Ouais. Et t'es là, aujourd'hui, en plus on est mardi, t'es dans la War Room, et tu dis, ok, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est pas méchant, c'est vraiment pas du tout. Moi, je veux le combat pour Manon. C'est encore plus avec le fait que ce Aldric soit avec nous, etc. Donc d'office que c'est ce qu'on veut. Mm-hmm. Mais moi, j'ai aucun doute en me mettant la casquette de l'UFC que tu te dis, ok, admettons qu'on va faire Fiorot. Donc, comme tu le dis, si elle gagne, on perd un combat pound for pound numéro 1 contre pound for pound numéro 2. Et on va le faire pour quelque chose de sportif où on sait que cette personne peut attendre. Non, pour moi, elle va lui brûler la priorité. Après, bon, seul contre-argument, c'est que si Manon bat Shevchenko, Zhang passe numéro 1 pound for pound, Manon passe numéro 2, selon moi. Et donc, tu as toujours cet argument de 1 contre 2. C'est plus une question de name value. Moi, ouais, mais c'est ça, c'est les deux, en fait. C'est name value. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est plus dans la tête des gens. C'est pas tellement le vrai pound for pound, c'est juste se dire, voilà, c'est les 2 meilleures combattantes actuelles. C'est ce que tu viens de dire. Et bien sûr et ce qui est fou, c'est que quand tu regardes le palmarès, c'est que même tu demanderais aux Américains, bon, il y a aussi le problème qu'ils connaissent pas tellement le MMA féminin, mais si jamais tu disais aux Américains, bon, voilà, qu'en est-il de la situation de Manon Fiorot, ils réalisent même pas qu'elle va arriver, si jamais elle devient championne en ayant quasi nettoyé déjà toute sa catégorie. Ouais. Donc elle pourrait demander quasi de monter en disant voilà, j'ai tout nettoyé, mais les gens comprendraient même pas, ils diraient bon, attends un petit peu, tu vois. Alors qu'ils ne réaliseraient même pas qu'en fait elle a déjà tout nettoyé. C'est clair que si Manon bat Shevchenko, elle peut directement chercher le champ parce que elle a battu les contenders. La contender derrière elle, c'est Blanchfield. Elle l'a mangé, tu vois. Ouais. Ça sert à rien le rematch maintenant. Ça sert à rien. Mais imagine que voilà, elle le devient. Elle devient championne. Avec tout ce qu'on sait par rapport à la possibilité d'être double champ,
Ben, les gens diraient, mais attends, mais il y a presque pas de défense de titre, sans comprendre qu'en fait, c'est juste parce qu'elle a été bloquée autant de temps qu'il n'y a pas de défense de titre. Si on Exactement. lui avait donné un title shot il y a 3 combats, elle aurait déjà 2 défenses de titre. Elle en Ouais. fait peut-être encore une en nettoyant quelqu'un qui est vraiment une name value, et c'est bon, tu dis, ok, elle a nettoyé tout le monde, tu vois. Bah, en fait, la situation qui pourrait faire sens pour le monde, ce serait, elle prend la ceinture à Shevchenko, elle la défend contre Zhang, et puis elle monte. Et là, il y a personne qui se plaindrait de Oui, ça. mais ça, c'est juste s'il y avait que le sportif. Exactement. Et de nouveau, on le répète 1000 fois, c'est pas ce que nous on pousse, mais on doit en parler. On lisait les commentaires, voilà. On essaie juste d'observer le sport qu'est le MMA, et malheureusement dans ce sport, c'est du divertissement. Il y a la partie divertissement, et les name value ont quelque chose à dire, et la communication a quelque chose à dire dans les choix de La manière de vendre un combat est importante pour l'UFC, et il y a rien à faire. Malheureusement, vendre Zhang contre Shevchenko, c'est facile. Et il y a un autre C'est facile. Il n'y a pas d'effort à faire. Et il y a un autre souci aussi, c'est le biais, on en parle toujours, tu vois, de présentisme, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, le fait recency bias, on Ouais, va le dire en anglais parce que là c'est facile. Recency bias, vous le traduisez et vous l'avez en français. Non, en gros, c'est le fait que on se rappelle toujours plus des combats récents que des anciens. Et là maintenant, Zhang, elle vient de sortir d'une victoire contre, en plus, quelqu'un qui était à combien, hein, je sais plus c'est quoi son palmarès, mais undefeated, c'était. Qui était invaincu, et Zhang est rentré les cotes de Paris ont ouvert, elle était favorite, mais à l'entrée du combat, elle était underdog. Donc elle a battu Suarez aisément en étant underdog. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc ouais, pour rebondir quand même sur ce que tu disais, parce que je pense que c'est important. Effectivement, nous on est supporters, donc tout ce qu'on veut, c'est qu'on ait Shevchenko contre Manon Fiorot. Et il y a même une chance qu'avant que la vidéo ne sorte, ce soit annoncé comme tel. Et là, c'est la fête, on sort le champagne. Surtout avec le stress qu'on a maintenant, limite, ce serait presque une victoire avant la victoire. Tu vois, s'il l'annonce, on est là, on fait, oh, c'est bon, on s'est pas fait griller la priorité. Mais le but de la chaîne, on l'a toujours dit, c'est aussi d'avoir un angle le plus réaliste que possible. Et quand tu lis comme tu l'as dit pour Nassourdine, il faut aller lire ce qui se passe à l'international. À l'international, tu lis quand même pas mal de gens qui montrent de l'intérêt pour Zhang contre Shevchenko. On voit tout de même des commentaires internationaux qui trouvent ça dégueulasse si ça se passe avec la vue de Manon Fiorot. Mais on sent quand même que voilà, l'ensemble et le nombre est plus attiré par ce super fight. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que, enfin, je veux juste insister par rapport à ce truc-là, c'est que je dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent, quand on pense quelque chose, soit par rapport à un combattant, soit par rapport à un combat, on remarque que c'est pas toujours le même son de cloche à l'étranger. Par exemple, Gomis, c'était le bon exemple. Gomis, c'était vraiment le super bon exemple. C'est que on regardait le combat, tout le monde, toute la France disait il a gagné. D'ailleurs, pour moi, il avait, mais tu regardais à l'étranger, ils disaient tous, ils criaient au vol. Ils criaient tous au vol. Et tu vas regarder sur le truc. Ouais, j'ai regardé sur MMA Décision pour Ouais, c'est ça, pour corroborer. Ouais, je suis trop curieux de voir sur ma décision. Mais en tout cas, c'est une split, hein, donc aux yeux des juges, déjà, c'est 33%, 66%. Mais si tu regardais sur l'UFC, sur ESPN. Et t'as genre 10 médias qui scorent, donc t'en as 7 qui vont dire Brito et 3 qui vont dire Gomis. T'as raison, j'avais complètement oublié ça. Et chez les fans, 71% qui donnent Brito et 28% qui donnent tu regardais même sur les commentaires de ESPN, sur UFC, etc. C'était le vol. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est que... Mais là, encore là, je peux comprendre pourquoi. C'est parce que je sais que quand tu observes le combat, par exemple, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens voulaient voir Brito, parce que voilà, super prospect qui est en train de monter, etc., spectaculaire, tout ce que tu veux. Donc, tu te focalises sur lui. Nous, en tant que francophone, on se focalise sur Gomis, et donc on n'a pas la même perception du combat, tu vois. Peut-être qu'on score pas. En tout cas, c'est la perception que moi j'en ai. Ouais, en fait, t'as peut-être un plus gros nombre qui était attentif à ce que Brito faisait, qui a plus valorisé ce que lui a fait. Les francophones qui valorisaient plus ce que Gomis a fait, mais en fait, et plus nous les attentes en se disant, il va probablement perdre, on espère que non, etc. Donc t'es encore plus content, donc tu valorises encore plus ce que Gomis avait fait, tu vois. Maintenant, mon vrai avis, c'est que tu vas demander à une proportion de gens complètement neutres par rapport à ce combat, et tu vas avoir un 80-20 qui va te donner Gomis favori. Pas favori, mais vainqueur. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu regardes vraiment ce combat avec, ok, je suis là pour le scorer, c'est
coin rouge contre coin bleu, j'ai pas de favori. C'est ça. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Vraiment difficile de c'est donner pour ça que factuellement pour je Brito, pense, ouais. bon, je dis pas que pour moi, il y a aucun vol. Si ça avait été dans les deux sens, c'est pas un vol. C'est une split d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois que cet effet-là, on l'a plusieurs fois parce que je dis par combattant, d'accord? Ça va pas être cool ce que je veux dire, mais c'est ce que je pense. Gann. Tu vas te prendre une sauce en commentaire, mec. Hein. Ah ouais, voilà, là Là, c'est sûr. Aujourd'hui, t'attaques. Ouais. Gann, il a l'image d'un combattant qui, a évité Thomas Spinal, qui à chaque fois fait des combats faciles en France pour essayer d'avoir un title shot et qui attend tout le temps. C'est vraiment l'image que je revois partout. D'ailleurs, il y a même un mime qu'on avait vu qui retournait tout le temps. Gann perd contre le titre, puis revient à Paris contre un noob, et puis après regagne, et puis voilà. Donc ça c'était par rapport à Gann. Et qui avait été refusé Thomas Spinal et qui maintenant demandait d'avoir le titre. Ah, maintenant tu le veux bien. Ça c'est partout. Ensuite, Nassour, c'était contre Canonnier, c'était un early stoppage. Contre Easy, il y en a encore certains qui le disent, mais Easy maintenant qu'il a dit que c'était pas le cas, c'était early stoppage. Et de manière générale que c'était un peu brouillon, qu'il a un petit peu pas de la chance, mais il se retrouve toujours dans une situation compliquée, puis il y arrive et puis voilà. Ah ouais, j'ai pas vu slash. Je crois que Imavov, il a plutôt une belle image à l'international. C'est juste qu'il touche pas un grand public. Il touchait pas encore un grand public jusqu'à sa victoire contre Adesanya. C'est plus ça son... Si tu regardes, c'est vraiment ça. Bon, ça dépend des types de médias. T'as des médias qui sont des médias plus spécialisés, un peu plus comme nous, qui disent non, vraiment, c'est incroyable, son évolution, etc., ce qu'il a réussi à faire, à déjouer tel jeu. Ils le comprennent. Mais pour d'autres personnes, je te parle de la grande majorité, ils disent bon, bah voilà, exactement ce qui se passe. On sait même pas qui c'est, mais son nom, bon, voilà, ça résonne pas tellement, alors que ses performances sont vraiment incroyables. Ouais. Maintenant, avec Adesanya, je pense que ça a changé. Vraiment, parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment exceptionnel. Ah, ça, je pense aussi. Et puis Benoît Saint-Denis, on en avait parlé avant. C'était quelqu'un qui allait à la guerre, mais qui maintenant, c'est vraiment totalement différent et encore plus depuis, mais Dustin Poirier a juste remis les pendules à l'heure. Et donc là, maintenant, ça fait que, et Manon Fiorot, c'est du MMA féminin. Donc, si tu reprends tout ça, si tu demandes aux Américains moyens, aux Mexicains, qu'est-ce que tu penses des Français? L'image qu'ont les gens à l'international des combattants français comparé à l'image qu'on a, je parle des personnes générales, je parle pas des spécialistes, est vraiment différente. Il y a un décalage entre ce que nous. Il y a un décalage. C'est pas notre perception. Notre perception des combattants français est complètement différente que la perception internationale des combattants français, notamment parce que on comprend ce qu'ils disent en interview, on les suit beaucoup plus, on voit beaucoup et on les supporte. Et ça, c'est un biais dans tous les pays. Tu vas demander notre avis à nous sur les combattants brésiliens, on va avoir un avis différent que les fans brésiliens. C'est logique. Ouais. Imagine, j'entendais. Mais ce qui compte, c'est l'avis de l'UFC. Mais justement. Et l'avis de l'UFC dépend un peu de l'avis des fans. C'est ça. Nombreux, de la majorité des fans. Qui payent. Des fans qui payent. Ouais, des fans qui sortent le portefeuille. Parce que si c'est la quantité, voilà, en Russie, il y a énormément de gens qui streament, qui payent pas. En France, c'est pas la culture. Si on parle de chiffres, on l'a déjà dit plusieurs fois. L'UFC Paris, malgré tout le succès qu'on lui donne, c'est 4 millions d'entrées. Petite question business, justement par rapport à ça. Est-ce que le coût des droits que RMC paye à l'UFC peut avoir une influence dans le matchmaking, en mode non, parce que regarde, maintenant il y a tellement de Français qui performent à haut niveau à l'UFC que ça intéresse plus de monde en France, ce qui signifie que RMC vend plus d'abonnements que l'année passée. Chaque année, il y a de plus en plus d'abonnements qui se vendent sur RMC, et par conséquent, l'UFC peut chaque année augmenter le tarif des droits à l'image à RMC. Et dans ce cas-là, l'UFC, c'est peut-être dans leur intérêt de se dire, en fait, si il y a 2 champions en France, on va pouvoir augmenter le tarif RMC, et RMC va accepter parce que ils savent qu'ils vont vendre plus d'abonnements, comme il y a un suivi parce qu'on a des champions en France. Okay. Est-ce que ça peut avoir une quelconque influence ou pas? Non, parce que voilà, je vais parler de manière très directe. Tu vois. Le marché français, c'est 60 millions de personnes. Le marché américain, c'est 350 millions de personnes.
Le marché russe, c'est 120. Je donne des exemples. Et le marché brésilien, c'est 200. Le marché mexicain, c'est 130, je pense. Je te donne à la grosse louche. Ouais. Le marché français, c'est donc c'est un petit marché. Quand tu compares à d'autres marchés, Ouais, et on c'est ça, parle ouais. pas de d'autres pays, on parle juste des pays qui consomment vraiment du MMA, tu vois. Donc c'est un petit marché. Bon, on parle pas de la Belgique, etc. Mais je parle juste comparé au marché dans lequel il se déplace. Je crois d'ailleurs que les droits UFC en Belgique, c'est 12 € par an. Mais voilà. Voilà. J'ai connu. Et maintenant, la petite pub pour. Non, je rigole. Donc du coup, au final. Ah, attends. Non, j'ai connu, vas-y, continue. Donc du coup, si jamais t'écoutes ça, donc c'est un petit marché. 2, c'est un petit marché qui culturellement n'a pas l'habitude de payer pour ce qu'il regarde. C'est juste par rapport aux droits. Et donc, même si tu dis RMC, c'est vrai, c'est un sport qui monte, mais tu payes combien RMC? Ouais, 19 € par mois si tu prends un engagement à l'année. Ok, 19 € par Et mois. pub, non. Non, donc là, les Américains, combien est-ce qu'ils payent par an s'ils veulent voir juste les UFC numérotés Ouais, laisse tomber. Ouais, c'est vrai, laisse tomber. C'est ouais, C'est, incomparable. je crois qu'ils payent, si tu veux voir tous les UFC numérotés, c'est à peu près 80-90 $ fois 12. Donc, t'es Mhm. presque à 800 ou 1000 $. Plus, si tu veux regarder le reste, tu dois avoir un abonnement chez, je crois que c'était ESPN. Je crois que c'était combien leur abonnement? Ouais, pour nous, c'est choquant. Ouais, c'est choquant. Parce qu'on n'a pas cette culture ici. Ce Ouais. que tu dois payer par mois pour ESPN, plus les pay-per-view, plus le OnlyFans de Paige Van Zandt, franchement, Ah non, mais c'est cher, c'est vraiment cher. Et donc, pour revenir, parce que on partait dans tous les sens. Donc, d'un point de vue pay-per-view, mais c'est une goutte d'eau. 2, même si RMC paye des droits, et bien sûr que RMC paye des droits, mais enfin, RMC n'est pas une chaîne, c'est pas TF1, enfin, avec tout le respect pour RMC, et c'est pas le foot. Donc, les droits, ça doit probablement être un certain montant, mais ça se compte en millions, peut-être, tu vois, ça compense rien du tout. Si tu regardes rien que l'UFC Paris, c'est ça que je disais, je crois que ça a rapporté 4 millions. Mais même les pays où il y a une petite population, où il n'y a pas une culture du MMA comme les Émirats, ils payent 20 millions. C'est 5 fois ça. C'est 5 fois ça. Et même pas pour des numéros, pour des fight night. Bon, c'est des beaux fight night, mais ils payent pour des fight night. Donc, du coup, quand tu mets tout ça l'un dans l'autre, et que tu te dis, je suis Dana White, je suis Hunter, je regarde la France, oui, c'est chouette. On peut se dire qu'on a trouvé un nouveau marché et que c'est en train de monter et que probablement qu'il va y avoir des nouveaux combattants qui vont émerger et qui vont être vraiment très forts. Très cool. Mais par contre, avec tout le respect que j'ai, et ça me rend triste, mais le français ne rapporte pas tellement en tant que consommateur et c'est ce qu'il regarde au final. Donc quand tu se dis Et malheureusement, désolé, je te coupe, mais malheureusement, le français, les combattants français ne rapportent pas tellement sur le marché américain. c'est ça. Qui plus est. Parce que on a des exemples à commencer par Conor McGregor, il n'est pas américain. Qu'est-ce qu'il a rapporté sur le marché américain? Blindé, parce que justement, ça revient à la semaine passée, il s'est créé un persona. Quand il allait combattre, il y avait 30% du public à Las Vegas qui venait d'Irlande. Et les pay-per-view explosaient, alors que c'était pas un américain. Parce qu'il a réussi à créer ça. Donc, ce qui manque peut-être à la France pour que l'UFC soit d'autant plus intéressé de donner des vraies opportunités aux Français, c'est d'avoir une version pas comme McGregor, mais vraiment une personnalité polarisante dans les combattants français qui pourrait tirer tout ça vers le haut. Comme ça, genre, tu drops ça, ok, ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est ça, c'est que McGregor, je crois que ça s'est fait une fois et je serais très étonné qu'on arrive de nouveau à le faire. Vraiment. Oui, mais en après, fait, McGregor, il y avait tout. C'est-à-dire que t'as non seulement la communication, t'avais une partie, enfin pas de chance on va dire, mais le fait que Mystic Max c'était quand même un truc quand même exceptionnel. Puis t'as la partie sportive. Mais j'ai pris l'exemple numéro 1. Après t'as Israël Adesanya, tu vois, l'UFC a pas eu de difficulté à lui donner des belles opportunités. Il est pas américain, donc t'as beaucoup de combattants non américains qui ont eu des opportunités comme des Américains parce que peut-être que le marché de leur pays ne rapportait pas grand chose, mais eux-mêmes rapportaient du marché américain sans l'être. Ah, on est d'accord. Et ça, c'est vraiment la logique business qui va primer dans les décisions du UFC. Ouais, c'est ça. Mais enfin, pour juste terminer avec cette partie-là, si jamais, pour terminer tout le truc, donc on a un marché qui culturellement n'est pas habitué à consommer énormément avec les pay-per-view.
qui ne va pas payer beaucoup plus que le ticket que tu demandes, et j'aimerais pas qu'il le fasse. Franchement, les prix qu'ils demandent aux États-Unis pour les UFC, en France, de un, ce serait pas possible, et de deux, ça priverait beaucoup de gens de pouvoir enfin voir leurs combattants, etc. Donc, je trouverais ça pas Non, cool. pas du tout. Puis, et troisièmement, même si ça évolue et ça fait le double, c'est ce que je disais, en termes de population, t'es à 1/5 des gros marchés qui sont intéressants pour les autres. Ouais. Donc, et enfin, et c'est ça que j'ai dit, c'est que pour la vision biaisée, je me suis déjà posé la question et j'étais pas le seul. J'étais content d'entendre que Clément, pensez pas Clément Marcoux, pour ceux qui connaissent pas, allez voir sa chaîne, elle est vraiment top. Il disait un truc qui m'a vraiment où je me dis putain, enfin il y a quelqu'un qui le dit. C'est il disait, nous, avec les résultats qu'on a jusqu'à présent, il y a des résultats qui sont tout à fait honorables et même plus que ça avec la ceinture intérimaire. Ouais. Mais imagine si on avait été géorgien. Imagine si on avait été espagnol. Imagine, enfin, tu vois, il y a des petits pays, pareil, qui rapportent pas grand-chose. Enfin, la Géorgie. Ouais, c'est vrai. En fait, maintenant, on a des exemples d'Alishvili, Topuria, etc. Ils vont ramener encore une fois du public en dehors de leur pays. C'est ça. Mais c'est ça le truc, c'est que maintenant, c'est des gens. Je me demande aux États-Unis comment ça se transforme en ce moment, mais Dvalishvili et Topuria, maintenant, je pense qu'ils commencent à vendre. Dvalishvili, peut-être un petit peu moins. Mais Topuria, maintenant, je pense que vraiment, il commence à vendre. Bien et donc, sûr. il a une name value, alors qu'il vient d'un pays où il s'entraînait à Alicante, le gars. Enfin, il y a vraiment un endroit où il y a encore, c'est encore moins que Paris. Enfin, tu vois, il y a encore moins d'intérêt que Paris à la base. Bon, maintenant, il est à Madrid dans son truc, mais, je pense que, il a réussi à faire quelque chose de tellement fort autour de lui, qui fait que maintenant, il y a un intérêt même chez les Américains. Ouais. Ouais, donc en fait, la conclusion, c'est quand tu viens d'un petit pays, tu dois te rendre intéressant à l'international. C'est ça. Et ça va passer par des performances divertissantes, ça c'est un élément. Mais voilà, quand tu es un combattant comme Dvalishvili, c'est pas ton jeu, donc tu vas pas le faire. Et par conséquent, ça va être plus sur ta personnalité que ça va jouer pour te rendre intéressant aux yeux des fans. Mais il y a juste, pour moi, il y a un truc tellement important, et c'est même pas moi qui le dis, c'est Khabib. C'est apprends l'anglais. Apprends l'anglais. Genre vraiment, c'est pour moi faire des interviews. On a vu une différence. Je vais donner des exemples concrets. Khabib a toujours dit il faut parler anglais parce que sinon c'est pas possible. Ouais. Maintenant, on l'a vu avec Costa. Costa, avant de parler anglais, il était sympa, mais bon, pas trop d'attrait. Après parler anglais, même si son anglais c'était n'importe quoi, les gens l'ont adoré. Et C'est son anglais, ouais. Ils lui ont donné des combats alors que sportivement c'était pas mérité parce que le gars il faisait que des trolls et que des trucs drôles, etc. Et qu'il le faisait maintenant en anglais. Donc il y a eu plein de combattants maintenant. Tu auras peut-être d'autres exemples que moi. Zhang, elle fait l'effort. C'est ça, rien que ça, c'est apprécié quand elle dit des trucs. Bon, elle a été chez truc maintenant récemment. Elle était chez Charles Oliveira, elle lui a dit Chama, je crois qu'elle avait pas compris. C'est pas la bonne personne. Ça m'a fait rire. Elle a fait Chama. Donc ouais, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, je le répète, j'espère qu'il y a des combattants qui regardent notre podcast. Apprenez l'anglais, vraiment, genre, ça change tout quand s'il y a un traducteur, votre intonation, la manière dont c'est dit, est-ce que c'est bien traduit, blablabla, le fait que ce soit direct, non, les gens doivent attendre alors qu'ils sont encore chauds. Franchement, ça change tout. Le meilleur moment, c'est d'avoir un mic, de parler anglais et à la conférence de presse de dire des choses et de le faire en anglais. Et à l'image de Alex Pereira, si tu parles pas bien anglais, essaye de trouver quelque chose que les gens comprennent. Son Chama, ça fait le tour du monde, tu vois. C'est suffisant. Il doit dire rien d'autre qu'un mot qui est même pas anglais. Mais il se fait comprendre avec ça. Et pour donner un exemple inverse, Stipe Miocic, il n'était pas beaucoup mis en avant parce que c'est un Américain qui parle pas anglais. On a besoin de le sous-titrer, tu vois. C'est un Américain qu'on a besoin de sous-titrer. Et du coup, on le met pas en avant. C'est JFD. Non, mais attends, mais rien que si tu réalises, quand tu as une conférence de presse, tu parles pas anglais, tu perds la moitié de temps. Tu as la moitié de temps de parole. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui doit traduire, puis après, on doit te traduire à toi ta question, et en fait, à chaque fois, les va-et-vient, tu perds la moitié du temps. Plus même. Hein. Ouais, donc, franchement, l'anglais, je crois que c'est vraiment un accélérateur de carrière. Non, et c'est même pas, tu doubles pas le temps de ta réponse, hein.
Si c'est en anglais, t'as la question, la réponse. Donc t'as que deux textes. Ouais. S'il y a traduction, c'est la question, la traduction, ta réponse, une retraduction et le retour. T'en as 6, ouais. Ouais. Ah non, t'en as 5. Ouais. Ah bah ouais, donc t'as... Ça fait plus que x2. Ouais. Ouais, c'est 2,5, quoi. C'est 2,5. Et c'est ça le truc, c'est que si tu rajoutes tout ça, les moments qui ont fait vraiment pour moi les moments les plus incroyables, c'est les moments... Charles Oliveira, le moment où il a dit « The champion has a name », tout le monde l'a répété partout et ça a fait sa popularité. Il l'aurait dit en portugais. Voilà. Comment ça se dit O campeão tem un nome, je crois. Et Charles Oliveira. Ouais, c'est pas possible à répéter. L'international aurait pas été capable de Et encore, je suis même pas sûr que c'est comme ça. Le champion, Charles Oliveira. Pas mal, hein. Campeão. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Mais du coup, ouais, pour conclure, je pense que les doutes et les craintes sont légitimes. On peut croiser les doigts, on peut avoir un espoir. L'UFC a déjà fait des choix qui mettaient plus en avant le sportif et qui étaient beaucoup plus en ligne avec leur mission qui est de mettre en avant les combattants élites et que les champions soient les meilleurs au monde, pas les meilleurs parleurs au monde. On a vraiment déjà eu des cas, j'ai pas les exemples concrets ici en tête, mais où on s'attendait à ce que lui grille la priorité parce qu'il était plus connu et au final, non, on a fait le choix sportif du côté de l'UFC. Donc on peut croiser les doigts pour Nassourdine et pour Manon. Mais il y a vraiment un stress à avoir. Attends, je voulais juste rajouter un petit truc, un tout petit truc. Vas-y, et c'est toi qui conclue notre vidéo alors. Ouais, voilà, comme ça, je termine là-dessus parce que j'ai peur que ce soit cut d'une mauvaise manière et qu'on dise que c'est ce qu'on pense ou n'importe. J'ai vu l'interview de Cyril où il explique que voilà, que parce que je comprends, enfin, tu vois, après tout ce qu'il avait donné, de voir comment est-ce qu'il avait été reçu, etc., il a décidé de plus donner de justification, d'explication, etc. Mais que, en fait, le narratif il voulait pas combattre telle ou telle personne n'était pas réel. Et j'ai vraiment pas l'impression que Cyril soit un menteur. Je sens pas du tout ça dans sa personnalité. Peut-être que je peux me tromper, mais en tout cas, je le pense pas. Je pense qu'il fait juste très bien pour préserver sa santé mentale de se dire voilà, moi, je vais le prendre comme un boulot et voilà la manière dont je vais le faire. Et c'est tout à fait respectable. Ce que je voulais dire par là, c'est que je parlais du narratif que je lis à l'étranger. Je dis pas que c'est réel. J'essaie juste de dire voici la vision qu'ils ont, qui n'est pas la même vision que ni que j'ai personnellement, ni que Fight Minds a, ni que les Français ont, ni quoi que ce soit. On l'a toujours défendu par rapport à ça, tu vois, par rapport à Aspinall, on disait non, son film avait été signé avant qu'il reçoive la proposition et c'était impossible de décaler. Donc là-dessus, on l'a toujours défendu. Et je pense que tu fais très bien de préciser parce que en commentaire, je vois de temps en temps des mecs qui je comprends pas comment ils sont capables d'interpréter ce qu'on dit de cette manière-là. Des fois, je reçois des commentaires, je suis là, comment t'as pigé ce que t'es en train de dire avec les phrases et je vais nous réécouter, de temps en temps, je suis d'accord. On va mal s'exprimer, on sera pas ultra clair et donc ce sera libre cours à même on aura une opinion qui est différente et ça arrive, c'est pas très grave. Mais c'est juste. Il y a des fois, les gars, c'est pas possible. Donc ici, c'est bien que tu le précises parce que moi, je l'avais bien compris quand tu t'es exprimé comme ça, que tu exprimais, tu traduisais ce que l'international pensait et t'étais pas en train de donner toi ton avis par rapport à ça. Tu fais bien de le repréciser parce que je sais ce qui va se passer en commentaire de cette vidéo. Mais même, et donc, juste pour finir par rapport à ça, c'est exactement la même chose par rapport à Nassour, c'est la même chose par rapport à Benoît, enfin, par rapport à tous les combattants, ou combattantes. C'est pas une opinion personnelle, j'essaie juste de donner une analyse et de dire voilà ce que j'observe et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas les combats qu'on aimerait avoir ou c'est plus difficile de les avoir. Donc, c'est pour donner des éléments de réponse et voilà, mais ça reflète en rien voilà ce qu'on pense personnellement. Voilà. Et, merci. Et dernière petite chose, aussi petite précision que je voulais donner, c'était que par rapport à ce que j'avais dit par rapport à Nassour la dernière fois, je recomplète et je réitère mon propos. Je pense vraiment que si Nassour apprend l'anglais, prend le micro et prend une position plus directe, en restant lui-même, je pense vraiment que ça peut accélérer sa carrière. Je le maintiens, mais fois 1000. Donc voilà, je change pas du tout d'opinion. Voilà, c'est pour tout le monde. T'as tes arguments, c'est justifié, c'est entendu. Merci John, merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt. Ciao. Ciao.